Coucou, ici Maman a le choix. Bienvenue dans la première clé de notre podcast. Je vais commencer par un petit disclaimer, comme il est coutume. Le contrat moral de Maman a le choix, c'est pas de te dire quoi faire, mais de te donner des simples clés en fait d'un petit trousseau. Et quand je serai tannée de faire Maman a le choix, c'est un trousseau que tu pourras essayer sur les propres portes de ta vie. On en prend, on en laisse. La deuxième chose, c'est comme j'ai dit, on va aborder des sujets qui sont touchy, mais j'ai peut-être la naïveté de croire que quand on aborde ces sujets dans le calme, on peut les rendre moins touchy en fait, tout simplement. Je me suis longtemps demandé ce que je voulais faire pour ce premier épisode et en fait, je me suis dit, avant de parler de la maternité, de tout ce qui la compose, il y a un facteur majeur qui a une influence en général sur tout ce qui s'ensuit, et c'est le couple. Et donc, j'ai décidé d'intituler cette première clé de podcast « Le choix du nous ». Tu sais, en général, quand il y a un bébé, il y a un 2 à quelque part. Et cet arbre qui crée un fruit a de l'influence sur son fruit. On sait que les parents influencent leurs enfants. Qu'on soit même juste un géniteur, il y a de l'influence quelque part. Et donc pourquoi je veux l'aborder ce sujet ? Parce que le couple amoureux n'est pas la même chose que le couple parental. Et c'est un sujet qui est sensible, crucial. Je dirais pas qu'il est tabou, mais ces deux mondes, j'ai l'impression qu'ils communiquent pas. Il y a l'univers du dating, des coachs, des love coach, des tout ça, relationship coach. Puis il y a l'univers des doulas, de la périnatalité, des psychothérapeutes de couple. Et comment on passe de ça à ça avec succès, comment on choisit à la base en fait pour éviter de se séparer tout simplement pendant une période de la vie qui est le postpartum et qui est la parentalité, la petite enfance, qui est extrêmement intense. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. L'objectif de cet épisode est très très simple. Donc ça va être de livrer aux futures mamans, celles qui se posent la question, qui aimeraient bien en avoir, qui sont déjà en couple ou pas encore, comment en fait on peut faire un choix solide de partenaire et pas juste s'en remettre au hasard ou à la mystique ou à la pop culture pour déterminer un petit peu notre choix ou même nos propres émotions. Ensuite, c'est pour les mamans qui sont déjà dans le postpartum ou dans la parentalité, et c'est dur, et qui se posent des questions, parce qu'évidemment, il y a une dynamique qui change. Est-ce que j'ai fait un bon choix ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer, etc. Voilà, donc des clés pour comprendre où est-ce qu'on se trouve et avancer, continuer d'avancer dans les tranchées de la parentalité avec sérénité. La dernière chose, c'est pour les mamans solo, les mamans monoparentales, de simplifier un petit peu les choses dans une vie qui est vraiment pas simple. J'en sais quelque chose puisque j'en ai été témoin jeune. Et comment s'assurer de refaire un choix plus solide que la première fois, sans jugement, sans stress, sans répéter en fait, tout simplement le schéma qu'on a déjà connu. Ce ne sera pas l'épisode le plus scientifico-scientifique que je vais vous partager, tout simplement parce qu'il y a aussi beaucoup de sagesse qui peut entourer ce genre de choix, et donc c'est une composite, je dirais, cet épisode. C'est à l'image de Maman a le choix, c'est une collecte de savoir fondé et plus aérien pour faire la route maternelle, la route du lait. Puis on ne fait pas ce choix-là que pour ça, hein. On ne choisit pas juste pour son enfant, mais trop souvent on choisit beaucoup pour nous et moins pour l'enfant derrière. Et voilà. Et je suis tombée sur cette petite capsule qui résume bien en fait ce que je m'apprête à vous partager. On regarde. I think 50% of marriages fail. One is because people don't select well. They select based on chemistry and their blueprint of like someone gives me butterflies, as opposed to having the tough conversations about what do we believe a life well lived is? What is our stance on children? What is our stance on money? What is our stance on spirituality? Like what's our values? And what are we going to do to fight for this relationship when we have a hard time? So people don't have those conversations, and then they are not able to assess if they're actually with the right person for them. And then also people don't have the skills to make a relationship work over the long term. And people get very selfish.
So we become fixated on what we're not getting, and we don't think about what we're not giving. We get in our heads, we create a lot of stories about the other person, we build up a lot of resentment. That resentment creates a lot of resistance. That resistance creates a tense physiology, and in that tense physiology, we're not attracted to each other anymore. We lose the motivation to meet each other's needs. And that's all part of the learned helplessness. And then we think, there's no better way to move forward from this than to get a divorce. Donc on va passer au premier segment que j'ai décidé d'intituler les lunettes roses. Vous allez rien apprendre de groundbreaking ici, mais c'est des petits rappels en fait, ou une conscientisation de ce qu'on sait déjà. En 2025, et depuis un bon moment déjà, peut-être depuis la génération de nos parents, moi mes parents sont des boomers, peut-être depuis les années 70-ish, 60, 70, 80, il y a des tendances dans le choix qu'on fait d'un partenaire de vie qui ne sont pas les mêmes tendances évidemment que nos grands-parents. Donc moi mes grands-parents étaient de la génération silencieuse, donc nés vers les années 40. Et aujourd'hui, moi je dirais que on fait des choix qui sont basés sur ce que moi j'appelle des données à taux de fiabilité hautement variables. Donc on va choisir sur de l'alchimie, de l'émotion, de la complicité, de l'attirance, la compatibilité sexuelle, ou même une bonne communication, des loisirs, une passion commune. Ça va être complètement valorisé et encouragé dans notre entourage. You do you, honey. Et en fait, le bébé qui va arriver dans un couple rose, un couple qui aurait été fondé sur pas forcément la caricature des papillons dans le ventre, mais les critères sages du monde moderne en fait. Il va devenir ce bébé un révélateur de ce que j'appelle les discussions non tenues, les accords qui n'ont pas été scellés au préalable, les discussions difficiles qui n'auront pas eu lieu. Je vais aller un peu plus loin et on va apporter un peu de philosophie grecque dans tout ça. Les philosophes grecs rangeaient les formes d'amour ou les classifiaient en 4 catégories. Donc on a l'amour philia, qui est l'amour dans le monde des relations amicales, l'amour storgé, qui est l'amour qu'on donne à ses parents, à sa famille, à ses enfants. Il y a l'amour éros, qui est un amour passion, donc qui est l'amour amoureux, passionnel parfois, qu'on va donner donc à souvent une personne avec qui on fait un bout de chemin. Et il y a ensuite l'amour agapé. L'amour agapé, c'est particulier parce que donc ce serait aimer une personne de façon inconditionnelle. Inconditionnel, ça ne veut pas dire je t'aime, tu me tapes dessus et je resterai toute ma vie. Un amour inconditionnel, on part du principe c'est un amour sain et donc c'est un amour sans violence, sans abus, mais un amour qui va être caractérisé par une capacité de se dépasser pour l'autre, d'être au service mutuellement l'un de l'autre et de ne pas poser de conditions. Ce qui est très intéressant dans l'amour agapé et maman a le choix, c'est la question du postpartum. Parce que le postpartum, en fait, ne survit pas très bien quand l'amour que l'on a pour la personne ou l'autre personne a pour nous est un amour de type éros. Il va mieux survivre quand il est dans un amour agapé. Parce que la sexualité, l'attirance, l'alchimie pendant les 5 premières années d'un enfant, c'est pas un long fleuve tranquille, mettons. Ok, ça va, ça vient. Ça s'en va et ça revient. Donc, il y a moins de stabilité qu'il y en avait dans le couple. Ok. Puis là, je suis tombée sur je vais appeler ça des capsules, là, mais une super capsule sur les médias sociaux. Pourquoi je partage les choses des médias sociaux? Parce que on voit ça à tous les jours et parfois ça nous parle plus que des références, des livres. C'est le podcast de Juliette Katz, en tout cas. Mais je la félicite, c'est hyper courageux ce qu'elle a dit. Je crois qu'elle a vraiment résumé un peu le type de socialisation sexo-affective que les gens de ma génération, les milléniaux, ont eu ou ce qu'on leur a proposé en fait. On regarde. Je couchais avec des mecs pour qu'on m'aime. Mais réellement, c'est-à-dire que je couchais avec des mecs pour qu'ils se disent « Oh putain, mais elle est incroyable, elle fait ça incroyablement bien et putain, on m'a jamais fait ça, je vais quitter ma meuf ou je vais me mettre en couple avec elle, putain, je suis en train de tomber amoureux de cette personne. » Que le cul, finalement, c'était qu'un détail, c'était juste un appât en fait. Mais en vrai,
Ça n'arrive pas. Mais ça, je l'ai pas compris, en fait. Je l'ai vraiment pas compris. J'acceptais de me mettre dans des situations. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le dernier épisode, parce que je parlais du rapport à l'amour, etc., du fait qu'on m'aime et tout. Et il y avait vraiment ce truc où j'ai accepté de coucher avec des hommes. Et quand ça se termine, ils me disent, bon, bah, salut, hein, tu peux rentrer chez toi. Moi, j'étais genre, ah oui, d'accord, il y a pas de problème. Ou des mecs vraiment genre une fois qu'on ken, ils ont eu ce qu'ils voulaient et puis après genre ils me tapent sur l'épaule et dire bon bah salut Juju. Ah d'accord. Et donc moi j'étais dans à chaque fois dans une déception énorme et pourtant en fait j'avais envie qu'on m'aime mais c'était presque par n'importe qui parce que je connaissais pas ces gens. Je les trouvais beaux, charmants, mais je connaissais pas leur personnalité et donc j'étais prête à accepter qu'on me traite comme ça. Ça en dit long quand même. Puis ça, c'est intéressant parce que, tu sais, il y en a qui ont eu ça, il y en a qui n'ont pas eu ça. Évidemment, on n'est pas tous pareils. Mais il y a beaucoup de jeunes garçons puis de jeunes femmes de ma génération à qui on a dit, vous avez le choix, vous choisissez qui vous voulez. Et en fait, il y avait des petits relents pour le monde français de mai 68. Il est interdit d'interdire. On est libre, on n'est plus soumise, on fait ce qu'on veut, on couche avec qui on veut, whatever. Donc, tout ça, c'est merveilleux, mais c'est pas du tout un blueprint, en fait, pour choisir quelqu'un avec qui on veut faire toute une vie. Mais des fois, ça marche. Tu sais, si ça a marché pour toi, là, merveilleux. Il y en a qui vont vous dire, ben là, on a couché ensemble le premier soir, puis c'est l'amour fou depuis 40 ans. Merveilleux, sauf que ça marche clairement pas pour tout le monde. On se rappelle de la première capsule et de la petite phrase qu'on a tous entendue en grandissant, un mariage sur 2 finit par un divorce. Là, c'est comme... Boum! Tout ceci m'amène en fait à notre deuxième segment que j'ai appelé le choc du passage du couple amoureux au couple parental. On va faire la collection des petites statues. L'œillet est tombé. Tu passes de ça à ça, il n'y a plus de fleurs. Ok, let's go. En fait, ces données à taux de fiabilité variable, elles ne sont pas un gage de longévité. Donc, les 3 premières années de parents, c'est des années qui éprouvent énormément les couples à des degrés variables, puisqu'on n'est pas tous entourés de la même façon, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous les mêmes connaissances. Je vous partage une autre petite capsule pour surtout les futures mamans, vous qui ne savez pas, puis vous qui entendez toujours les mamans genre « ben là, il n'y a pas de village », puis tout ça, vous avez l'impression qu'on n'est pas du tout attirante, puis que sûrement qu'on ne sait pas s'arranger, puis qu'on n'est pas bonne. Ben, cette petite capsule-là résume ce que les mamans vivent et ce que tu vivras sans doute au moins une journée parce que c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Puis là, il y a un... C'est pas un influenceur, c'est juste quelqu'un qui a un compte YouTube là, qui partage de l'information pour le couple, je le trouve vraiment très bon. Il résume un petit peu tout ce qui change pour un couple. Puis je suis pas allée au complet dans le profil, fait que je me souviens plus exactement, mais il a fait cette vidéo-là, puis j'ai des choses à redire, parce que je pense que le moment d'avoir des discussions profondes, c'est pas quand le bébé est là, c'est avant, mais c'est une base de compréhension, donc je vous partage ça aussi. Le jour où tu deviens parent, premièrement, prépare-toi, ton couple, il va prendre cher. C'est pas pour rien qu'un couple sur 2, il se sépare, parce qu'en fait, vous allez être crevés, vous allez être moins patient, mais justement, c'est là que ça compte. C'est là où on voit les vraies relations solides. C'est là où on fait les vraies fondations. Quand on est jeune, ce qui compte, c'est la passion, mais c'est pas ça qu'il faut viser. Faut viser la complicité. Deuxièmement, t'auras plus 1 minute à toi. Douche express, la nourriture froide, 0 soirée Netflix, et parfois, sache qu'en fait, tu vas en vouloir à ton couple, à ton bébé, à toi-même, parce qu'en fait, c'est dur, mais ça passe, et surtout, ça vaut le coup. Troisièmement, tu vas flipper. Tu auras l'impression de pas être prêt. Tu vas avoir peur de mal faire. Tu vas avoir peur de pas aimer assez ou de trop aimer et c'est normal. Parce qu'en fait, la peur, elle vient avec la responsabilité. Et il n'y a pas plus grande responsabilité que d'accueillir une vie. Quatrièmement, tu vas pleurer. Tu peux être l'homme le plus fort au monde. Crois-moi que si t'es investi,
tu vas pleurer. Et pleurer sans raison, de fatigue, de stress. Parce qu'en fait, t'es en train de vivre des choses. Cinquièmement, tout le monde aura un avis. Ta mère, ton pote, même des gens que tu connais pas dans la rue. Tout le monde saura mieux que toi comment élever ton enfant. Moi, je te dis un truc. Le jour où ça arrive, sache qu'il y a personne mieux que toi qui sait ce que ton enfant a besoin. Et sixièmement, ton enfant, il s'en fout que tu sois parfait. Il veut pas d'un parent parfait. Et ça existe pas, le parent parfait. Lui, ce qu'il veut, c'est un parent présent. Et oubliez pas un truc, vous allez être un super papa et une super maman. Quand le bébé est là, il y a 2 états de survie qui ressortent, physiques et psychiques. Il y a maman, puis il y a papa. Et ces 2 états différents puisque les challenges sont très différents. Maman en ayant évidemment plus. Pour celles en plus qui ont accouché, il y a tout un enjeu de rémission physique, physiologique, je ne sais pas si on peut dire nutrimentaire, je ne pense pas. Donc, mais en tout cas, on comprend l'idée. Et qu'est-ce que ça donne en général, ces états de survie psychique et physiologique? Ça donne de la surcharge informative pour la maman. La première année, quand on devient mère, moi, j'ai jamais fait autant de lectures, j'ai jamais appris autant de choses, mais c'était écrasant. Parce que on ne nous apprend plus à être des mamans. Il y a des jeunes filles qui ont des mamans qui vont leur apprendre, qui vont aussi leur transmettre le côté maternel. Il y en a où c'est plus du tout le cas. Puis de toute façon, à la base, on nous envoie pas à l'école pour apprendre à changer des couches. Là, on nous apprend à l'école pour apprendre à avoir une carrière et c'est bien correct comme ça. Mais on a un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain, ce qui fait qu'on sait pas nécessairement... On n'a pas de plan de guerre, là, tu sais, quand t'arrives dans la parentalité, là, t'es comme, ok, c'est comme t'es face à l'océan, puis let's go away, là, tu dois traverser, puis te rendre à la prochaine rive. Puis, on est surstimulé, souvent, sensoriellement, il y a du bruit, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a un petit être ultra dépendant, et physiologiquement aussi, c'est dur. Il y aurait... ce que j'appelle 3 types de papas. Évidemment que dans un couple homosexuel, la dynamique est différente, mais je vais essayer de vous parler de ce que je connais, parce que j'aurais pas la prétention de parler de ce que j'ai pas vécu ou de ce dont j'ai pas été témoin encore. Il y a les papas qui se retirent complètement. Soit parce que ça fait peur, soit parce qu'ils estiment que c'est pas leur job. Il y a les papas qui sont ce que j'appelle les incompétents de jure. Pour ceux qui ont eu la chance de baigner dans l'histoire et la géographie depuis qu'ils sont bébés comme moi, les souverains de jure, c'est des souverains qui étaient souverains d'un royaume, mais qui n'exerçaient pas en fait leur pouvoir légitime. Anyways, incompétence de jure, c'est une incompétence de droit en fait. C'est les femmes qui vont vous dire, moi j'ai 3 enfants à la maison. Puis il y a les nouveaux papas. Nouveau, ça donne l'impression que tout a changé parce que ils changent plus de couches, ils donnent plus de biberons, ils sont plus présents, ils sont plus à la maison, ils prennent plus de congés, plus. Donc là, évidemment, les futures mamans, puis tout le reste de la société regardent les mères, les jeunes mères comme mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Pourquoi ça va pas bien là? Il y a tout qui a changé pour vous. Tu sais, comme, font plus. Fait que pourquoi toi tu cries? Pourquoi ça va pas? Pourquoi tu brailles? Ben parce qu'en fait, c'est un investissement en dilettante. Ils n'ont pas été formés pour. Les ateliers pour la paternité, la parentalité, c'est encore très marginal pour les papas. Et en plus de ça, c'était pas nécessairement leur intérêt. Tu sais, quand il y avait 9 ans, là, ils rêvaient peut-être pas à jouer à la poupée, comme c'était peut-être le cas chez nous autres enfants genrés des années 90. Anyways, la courbe d'apprentissage pour les papas, elle est titanesque. Puis, franchement, ça peut être hyper frustrant pour la mère. Donc, qu'est-ce qui se passe du passage du couple rose au couple parental qui n'aurait pas eu les discussions? Ben, on a une charnière là. On arrive à un moment, à un carrefour. Soit ça passe, soit ça casse. On a des tensions. Puis, les tensions, ben, elles impactent directement le bébé. Puis là, je vais vous partager quelqu'un qui résume en fait... un phénomène psychologique qui est la répétition de ce qu'on a vu quand on était enfant. Parce qu'en fait, ce couple-là, il va transmettre une façon d'être en couple à l'enfant. Quand on sait ça, on sait que c'est très important. La personne avec qui on va former cette alliance. On regarde. The first place where you learn to love, to desire, to be loved, to have needs be met or thwarted, to feel protected or not, to be rocked or not, to be soothed or not, is all with the people who took care of you. You learn about the emotional world in those relationships, the people who raised you. They're your caregivers. They don't have to be your biological parents. Fait que là, vous allez me dire, ok Anne, mais on fait quoi quand on est déjà dans le postpartum puis que ça va pas bien? Alors,
c'est mon conseil universel dans les groupes de mères sur Facebook. À part si on vit de la violence sexuelle, psychique, physique, financière, verbale. Là, si on vit ça, on arrête le vidéo, on s'en va à la fin, puis on va regarder ma petite capsule sur la violence conjugale pour essayer d'identifier si on en vit, puis avoir accès à the livre qui va tout changer ta vie. Fait que là, hormis de cas de violence, c'est comme ça, là, tu t'en vas à la fin du vidéo. Si toi, ton chum, ton mec, il sait juste pas stériliser des biberons, puis il met la couche à l'envers alors qu'il y a un signe, tu vois, il y a des trucs sur la couche, il y en a même, c'est marqué arrière, mais tu le retrouves devant, tu sais. Là, écoute ça, là. Là, vous allez voir que moi, j'ai des petits côtés vintage, là. Juste le meilleur du vintage. Les 2 ou 3 premières années, c'est pas nécessairement la meilleure année, les meilleures années, surtout pas la première année, pour juger, pour évaluer, pour mettre ta relation, pour lui envoyer une mise en demeure, en fait, ou une fin de non-recevoir. Pourquoi? Là, tu vas dire, ben là, moi, j'en ai marre, là, puis il faut rien à la maison, j'ai 3 gosses. Parce que, est-ce que tu es bien reposé? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que ta vie va bien? Ta vie sociale? Est-ce que tes projets vont bien? Est-ce que tu es dans un point dans ta vie, dans ces 2-3 premières années de postpartum, où tu te sens stable? Pas équilibré, stable. Non, tu n'y es pas là. On n'y est pas. Il n'y en a aucune qui y est. C'est hyper challengeant, c'est intense, on l'a déjà dit. Et donc, mon conjoint me dit souvent, quand on n'est pas disposé, quand on n'est pas bien, là, ben on n'a pas nécessairement la lucidité que ça prend pour prendre des décisions éclairées. Puis ça, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent. Parce que le bébé devient le révélateur, devient le boum! On a l'impression que c'est la faute du bébé, et presque c'est comme il fait exploser le couple. C'est pas ton bébé qui a fait exploser ton couple. C'est certaines choses qu'on n'a pas mis en place avant, puis c'est certaines choses qu'on ne nous a pas dit avant. Puis là, je pense qu'on a une responsabilité collective, et c'est pour ça que Maman a le choix existe. C'est pas nécessairement toi qui arrive pas, puis qui est pas assez bonne. C'est pas ton partenaire nécessairement qui arrive pas. Sans dédouaner personne de sa responsabilité, on ne prépare pas les couples. Il n'y a pas de structure qui existe pour préparer les couples. Ni à la vie amoureuse, ni à la vie de parents, ni à la vie quotidienne du couple. Déjà. Donc on a un problème collectif, sociétal et structurel. On manque d'informations. Et on manque maintenant de soutien. Avant, il y avait du soutien. Nos ancêtres, là, génération silencieuse et avant, il y avait un blueprint, il n'y avait pas le choix, là, comme disait une grand-mère de mon village, quand en allant devant monsieur le curé, en descendant l'allée, puis en savant que c'était pour la vie. S'il y avait des problèmes ou quoi que ce soit, en réparant. On réparait les choses. Aujourd'hui, on ne répare plus, ok? Mais eux, il y avait du soutien, il y avait des sages, il y avait des conseils de famille. On n'a plus ça, puis on tolérerait plus ça. C'est comme, mais là, t'es qui pour me dire ça, toi? OK? Millennials. Donc, rappelle-toi de ça. On respire, on regarde la situation, c'est pas idéal, c'est pas l'homme. Cet homme-là, je pensais pas que ce serait un père comme ça, je pensais pas qu'il deviendrait un conjoint comme ça. On respire. OK. On normalise pas ce qu'on vit, mais on normalise le fait qu'il y ait des écueils de tension. Puisqu'on n'est pas soutenu, puisqu'on est très souvent seul. Merveilleux. T'as tous tes parents qui t'aident, tu comprends pas pourquoi les autres, elles y arrivent pas. Merveilleux. J'ai des médailles dans l'arrière-boutique, mais on va voir ça à la fin. Quand on sait que c'est normal, qu'il va y avoir de la tension, qu'il y en est, on va aller chercher du soutien et on va aller chercher de l'accompagnement. On va être très calme et très stratégique parce que tes ressources, maman, ton énergie, dans les 3 premières années d'un petit enfant, c'est hyper limité. Donc on est économe là de son énergie, ok, pour ce qui est important. Donc la première chose qu'on va faire, c'est cette fameuse question du village. Le village, ça va être the
clé du podcast. Non, je plaisante. Ça va être un épisode à part entière, donc je vais pas m'étaler trop là-dessus. Puis là, je vais partager des trucs. Tu vas dire, hein, quoi? Ben oui, il faut continuer à suivre le podcast pour comprendre comment bâtir ton village, puis pourquoi on vit ce qu'on vit. Mais la première chose que tu vas faire, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas d'amis dispo, parce qu'on pense souvent qu'ils vont l'être, puis ils le sont pas nécessairement, puis ils le sont pas forcément comme on voudrait. Si t'aimes pas ça, de toute façon, être aidé par ta famille ou tes amis, tu sais, t'as le droit, là, tu sais, comme il y a des familles, c'est pas, tu sais, la maman qui arrive, qui dit, ah ben, je pense que t'as pas assez de lait, hein, donc faudrait arrêter, hein. Oh là là, mais quand est-ce que tu vas couper le cordon? Ben là, donne-y du pablum, là, il va dormir en ligne, là. Des fois, tu veux pas être aidé. Des fois, t'es comme, no thanks. I'm fine. Super fine. Yeah. Ce qu'on va faire, c'est que on va se bâtir un village d'urgence. OK? Écoute-moi, là. À ton image, très important. Pour certaines femmes, on a besoin de ménage. Pour d'autres, c'est j'ai besoin d'aller au spa, j'ai besoin d'aller me faire belle, j'ai besoin de me retrouver là-dedans. Pour d'autres, ça va être j'ai besoin de reprendre ma vie sociale. Donc, ton village, il va pas ressembler à celui de ta voisine, celui que tu vas construire artificiellement, là, mais tu vas le faire. Tu sais, donc, peu importe le quand dira-t-on, ah ben ça va, t'as une femme de ménage, c'est pas trop dur le congé maternité, ça va les vacances. Monique, mind your business. You need to mind your business, ok? L'important, c'est ta stabilité. C'est celle du couple et de ton enfant, puis peut-être des plus grands enfants que tu as déjà, ok? Donc, tu te prends la femme de ménage, tu te prends le service de relevaille, tu te prends n'importe quel service qui va t'aider à garder la tête hors de l'eau, ok? C'est hyper important de respirer et d'avoir de l'oxygène et de ne pas respirer de l'eau, ok? Là, tu vas me dire, ben là, on est en 2025, Anne, l'inflation, où es-tu? Tu vis pas la même vie ou quoi? Ben si, parce que je suis pas millionnaire. Donc, je sais très bien que c'est dur financièrement. Par contre, je le sais que si on n'a pas nécessairement les moyens pour le gros service, là, ben il y a des organismes. Moi, j'ai eu un service de relevaille, par exemple, au Québec, 3 heures de relevaille par semaine. Moi, j'avais choisi qu'elle m'aide pour la cuisine. Parce que la cuisine, c'était tough pour moi, c'était demandant, j'étais fatiguée de le faire. Donc, elle m'aidait pour ça. Mais il y en a qui vont t'aider, qui vont juste tenir ton bébé pour que tu puisses aller prendre une douche. Il y en a qui vont passer un coup de mop, un coup de balai. Il y en a qui vont... Voilà. En France, ça commence à exister. Il y a des associations. Renseigne-toi, fais la démarche. Oublie les autres, oublie ceux qui ont dit qu'ils allaient t'aider puis qui t'aident pas. Cherche ceux qui vont t'aider vraiment. Ce que ça veut dire que tu les payes ou que tu aies du chèque emploi-service ou que tu aies des subventions ou quoi que ce soit. Tu te cherches des bras. On a besoin de bras, ok? Donc, tu le crées, le village. That's it. Ok. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait du couple? De celui qui était fin puis qui est un peu moins fin. Quand tu as une famille, ton pouvoir d'achat émotionnel et temporel, il est beaucoup moins important que quand tu es en couple. Quand on est juste un couple, là, on est des millionnaires de temps. On a du temps pour régler, on a du temps pour aller au cinéma, on a du temps pour aller manger, on a du temps pour plein d'affaires. Quand tu es avec un enfant, il y a des journées où, pour certaines mamans, pour certains couples, on n'a pas le temps de se brosser les dents, on n'a pas le temps de se laver, on est en mode go, go, go. C'est pas toujours comme ça. Évidemment, mais là, moi, je me lavais toujours les dents. Ben, on s'en fiche, là. Il y en a, ils n'ont pas le temps pour ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps de faire à manger. Donc, c'est à géométrie variable selon les foyers, selon ce qu'on décide de délaisser ou ce qu'on décide de sacrifier, parce que sinon, on n'y arrive pas, là. Et donc, moi, ce que je te dirais, ça, c'est de la sagesse et du bon sens. Traite tes problèmes de couple qui sont abordables. Je reviens à l'énergie de la maman. Ton énergie, elle est très mince. Ta patience, elle est très mince. Tu peux pas nécessairement rentrer dans des gros problèmes de fond de couple que tu n'as pas eu le temps de régler avant d'avoir un bébé. Si, par exemple, il monte dans l'escalier puis il ramasse pas ce que tu as mis dans l'escalier pour l'amener en haut, ça coûte pas cher. Ça se dit en 2-3 mouvements, etc. C'est facile, on peut régler ça. Est-ce que tu peux... essuyer le comptoir une fois que tu as terminé la vaisselle. Est-ce que tu pourrais passer un petit coup d'aspirateur? Ça va m'aider. Ça, c'est des choses, on peut les traiter. Parce que ces petits problèmes que tu vas pouvoir résoudre sans t'investir dans les super gros, ça va déjà t'encourager, de une, à te dire « Oh, on arrive quand même à régler des affaires quand on est en situation d'urgence avec le petit ou la petite. » Puis en plus de ça, ça m'encourage parce que je vois le taux de volonté de la personne. OK? C'est pas bête. OK?
la logique derrière mon conseil pour toutes ces mamans qui sont pour toi, qui est dans les tranchées de la parentalité, c'est aller bien, aller mieux, c'est possible. Mais on n'a pas besoin d'attendre 5 ans pour que ça aille mieux. Si tu es submergé et mal aidé, fais-toi aider, entoure-toi artificiellement pour passer ce cap. Ne pas t'entourer, ça a plus qu'un coût monétaire, ça va avoir un coût non monétaire que tu peux difficilement peser maintenant. Ça a des conséquences sur ta santé mentale, ça a des conséquences sur la santé mentale de ton enfant. Aide-toi, c'est très important. On remplace l'état d'urgence parentale par un état de grâce parentale et matrimoniale-ish, conjugale, ok? On est ferme sur le fond. Je ne vais pas abandonner, il y a des discussions dures qu'on doit avoir, mais je vais déterminer, ça c'est le moment, ça c'est pas le moment. Ça, on va faire ça plus tard, quand le petit il aura peut-être 2 ans, il va parler, il va marcher, on va aller au parc, on va pouvoir régler ça. Mais quand je suis en tété groupée au 3e mois ou au 6e jour, c'est pas la meilleure journée pour régler des problèmes de fond. Ok, on se lâche du loose, ok? On n'est pas slack, mais on se lâche du loose. Je vais clôturer ce segment sur le postpartum par une petite douceur d'enfance, les fables de La Fontaine. Tu te souviens du chêne et du roseau? Le chêne, il est grand, beau, majestueux, il y a des super principes. Puis à la première tempête, il brise. Le roseau, il est tout maigrelet. Il plie pendant la tempête, mais à la prochaine tempête, il est encore là. Sois un roseau. Be the roseau. The roseau. The roseau. The roseau. Yeah. Be the roseau. Ok, là on va aborder un sujet qui est difficile. Je vais vous demander de faire appel à vos plus belles capacités contemplatives, à vos plus belles capacités de sagesse, parce que c'est vraiment une des choses auxquelles je vais beaucoup nous appeler comme maman. Et aujourd'hui on a besoin de calme. Qu'est-ce qui se passe quand, segment 4, on estime que notre choix était pas bon? Je suis pas sûre qu'on puisse parler de bon choix ou de mauvais choix. J'ai l'impression qu'il y a plutôt des personnes qui font un choix peut-être bancal. Bancal, c'est pas génial parce qu'on finit par tomber, mais éventuellement il y avait quand même des choses qui allaient. Qu'est-ce qui se passe quand on est maintenant une maman solo avec un jeune bébé ou enceinte ou avec un petit enfant? Cute! La première chose déjà, c'est de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Parce qu'il y a un gros avantage qu'on a quand on est monoparental, c'est qu'on a sûrement vécu des choses parfois extrêmement difficiles et on sait que ça existe, alors qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui pensent que ça n'existe pas ou qui vont devoir attendre de vivre une expérience comme ça pour y croire. Et ça permet en fait de se donner l'envie de ne pas reproduire. Avoir l'envie de ne pas reproduire et ne pas reproduire, c'est 2 choses différentes. Mais cette expérience difficile qu'on a eue, ou peut-être ce choix, parce qu'attention, il y a des femmes qui choisissent absolument d'avoir un bébé seul. To each its own, comme on dirait en anglais. Mais pour celles que la séparation est un peu subie, la séparation est un peu amère, la séparation n'était pas au programme, l'expérience qu'on vit doit se bonifier de savoir et de sagesse supplémentaires pour s'assurer que quand on se remet en selle pour choisir, qu'on se redirige en fait vers un choix super solide. La question que je vais poser d'abord, c'est quoi le postulat de la séparation? Parce que encore une fois, là, quand il s'agit de violence, on arrête le vidéo, on s'en va à la fin pour voir la capsule sur la violence conjugale. Je vois souvent 2 écueils. Il y a de la tromperie qui arrive souvent dans ces périodes-là, dans le postpartum de la maman, ce qui est épouvantable, évidemment. Et il y a l'incompétence. C'est celles qui disent « moi j'ai 3 enfants à la maison » ou « mon conjoint est devenu un poids pour moi. Il est censé m'aider, il est censé faire ça, mais c'est un poids pour moi. » Question candide, mais on en a besoin, question calme. Ma belle-fille, est-ce que la relation avec ce monsieur, cette personne incompétente, est-ce qu'elle est réparable? Crickets! Ben oui, je la pose parce que je vois trop souvent des personnes qui vivent des situations où la clé c'est de la discussion, un peu de travail sur soi, parfois un peu de thérapie, mais où parfois c'est juste de se parler des vraies affaires. Puis les conseils
qui sont donnés à ces femmes-là avec des bébés de 3 mois, 6 mois, 10 semaines, enceintes, c'est « crisse-moi ça au vidange ». En gros, débarrasse-toi de ton mec. Moi, j'ai été la fille d'un mariage, puis d'une maman monoparentale, puis d'une famille recomposée des deux bords. Être monoparentale, c'est pas une promenade de santé, ok? C'est une décision qui va avoir un impact incroyable sur la femme à qui on la conseille et sur l'enfant qui est un bébé. C'est pas parce qu'ils sourient tout le temps, les bébés, là, qui vont être fine tout le temps. Les adultes issus du divorce et des séparations vont en général pas hyper bien intérieurement. Oui, on a des super notes, on est performant à l'école, on est bon, on a une super vie sociale, waouh! Il n'a même pas été brisé par mon choix. Maman, tu le sais peut-être pas. Moi, je suis dans un contexte où il y a plein de choses que j'ai gardées en dedans, là. Puis qui c'est qui ramasse? Ben, c'est le conjoint ou la conjointe. C'est plate. Comme on est sur des gros enjeux, est-ce qu'on peut juste se poser la question, est-ce que c'est réparable ou pas? Si c'est réparable, là, c'est sûr qu'on va s'auditer sans détour, honnêtement. Tu sais, c'était quoi ma part de responsabilité là-dedans? Puis même si c'est 10% ta responsabilité, ou 5%, ou 0,5%, juste, mais il y avait 0,5%, c'était quand même moi. Si c'est pas possible, comme là, non, écoute, là, j'ai vécu l'enfer, là, ça marche pas, voilà. Ben là, c'est de tout simplement s'assurer, en fait, qu'on va protéger son enfant. Physiologiquement, psychologiquement, physiquement. Donc, c'est tentant de refaire sa vie très vite. Mais les beaux-pères, j'ai eu un super beau-père, j'ai eu de la chance, là. Mais j'ai entendu des enfants qui ont eu le même background que moi, puis qui ont eu des beaux-pères, c'était l'enfer, là, avec de la violence, de l'abus, etc. Et que la mère pouvait même pas le spotter, en fait, parce que c'était pas fait quand elle était là. Il faut faire très attention de peut-être pas refaire sa vie trop tôt, parce que quelqu'un qui veut vraiment faire partie de ta vie, il va être patient, il va comprendre, il va dire, elle a vécu des choses, ça va pas s'engager tout de suite avec moi, elle a un enfant, mais moi je l'aime, puis je vais l'attendre, puis je vais montrer patte blanche, mais surtout je vais m'investir, puis tu vas le voir, là, c'est comme, voilà. Puis je t'invite aussi à aller voir le segment 5 sur le choix, la mécanique du choix, pour t'assurer que, comme je le disais, de ton expérience, tu ailles bonifier avec des savoirs que tu n'avais peut-être pas ou qui manquaient ou qui étaient incomplets, pour mieux choisir, pas répéter et choisir de façon solide. Enfin, on protège la dyade en fait, donc on protège la maman, on se protège intérieurement, on se rebâtit, on contemple, on réfléchit sur pourquoi ça n'a pas marché la première fois, on protège l'enfant tant qu'il est tout petit, il y a besoin d'un équilibre, mais peut-être que tu as quelqu'un avec qui vous pouvez aller de temps en temps au parc, qui peut donner une balance ou une énergie peut-être différente, un petit peu comme le yin et le yang, tu sais. Peut-être tu as des amis dont tu peux t'entourer, peut-être que ta mère peut t'aider à élever au départ un peu cet enfant jusqu'au moment où il va être capable de parler, puis que si jamais tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, il va être capable de te le dire que cette personne-là lui fait X ou lui fait Y, ou voilà, ou que c'est une bonne personne, ou voilà. Donc on essaie d'être très attentif à son enfant. Et oui, ça c'est le petit truc délicat quand on est déjà maman, c'est qu'on le sait là, et toutes les mamans je pense que ça, on peut pas laisser entrer n'importe qui dans notre vie. Bon, si on est dans un écueil de tromperie, là c'est délicat parce que c'est un sujet de société extrêmement tabou et parce que les conseils sont extrêmement polarisés sur la tromperie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « moi je veux pas être trompée, si j'ai 50 ans de vie commune avec la personne, si la personne m'a trompée une fois, je suis passée par-dessus. » Puis j'ai rebâti mon couple, puis on a fait de la thérapie, puis c'est plus jamais arrivé. Il y en a d'autres, c'est comme... c'est une fin de non-recevoir. La plupart des gens, c'est une fin de non-recevoir. Donc, j'aurais du mal à parler de quelque chose que je connais pas. Mais par contre, ce que je peux proposer, c'est le segment 5 et le choix solide, parce que quand il y a certaines questions qui sont posées avant, discussion aussi entourant la sexualité, qui n'est pas assez discutée dans les couples, on peut s'éviter beaucoup d'écueils dans le postpartum. Pas que le postpartum, la grossesse, là. On peut avoir des recommandations mandatory de ne pas avoir de relations sexuelles avec son conjoint, sa conjointe pendant des mois, là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui envisagent même pas dans les futurs parents que ça puisse être le cas, en fait. Après, il y en a qui sont trompés alors que tout va bien sexuellement ou qu'elles estiment que tout va bien. Donc là, encore une fois, il faut voir. Je crois qu'il faut que la personne qui détermine, en fait, quel est le profil
de tromperie auquel elle a affaire. Je proposerais pas est-ce qu'on peut réparer ou on peut pas réparer. Il y a des femmes qui ont pardonné et ça s'est jamais reproduit. Puis il y a des femmes qui ont pardonné puis ça s'est reproduit. Je crois que souvent la réponse elle se trouve au fond de nous. Ça c'est ton choix, maman. Maman a le choix. Hauteur, nuance, calme, sagesse. On en revient toujours à ce qui est important dans Maman a le choix. Se protéger soi, oui, mais surtout protéger l'enfant. Donc, prends le temps de nourrir ce choix. C'est surtout ça le truc à retenir, quoi. Donc, on arrive au segment 5. Qu'est-ce qui compose un choix solide de partenaire? Déjà, tu l'auras compris dans les précédents segments, tu ne peux pas choisir de faire ta vie et encore moins une vie parentale avec quelqu'un qui te donne l'impression de vivre avec une facture. C'est-à-dire qui te fait pleurer, qui te donne du stress, ok? Et une chose à retenir quand même, c'est que les gens généralement ne changent pas. Ça, c'est ma sagesse personnelle, je trouve. Je la partage, je me permets de la partager. J'ai pas 102 ans, là, mais je me permets de partager ça. Les gens généralement ne changent pas, les gens évoluent vers du plus ou du moins. Les changements radicaux, ça peut arriver, mais les gens généralement ne changent pas. On ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. Ouais, Céline l'a dit, fait que ça doit être vrai. Bon, on va définir ensemble c'est quoi bien choisir ou faire un choix solide, parce que j'aime pas l'idée de faire un bon choix. Faut choisir le bon, faut choisir the one, Dolce & Gabbana, the one. Je suis pas convaincue de cette théorie du 1, comme dit la maxime. On peut faire des enfants avec n'importe qui, mais tu peux pas être parent avec n'importe qui, tu peux pas durer toute une vie avec n'importe qui, tu peux pas être compatible avec n'importe qui, tu peux pas t'entendre avec n'importe qui. Donc ça élimine quand même beaucoup de gens. Puis, on fait tellement des choix, comme je disais, basés sur des données tellement variables, des choses qui vont être tellement affectées dans le postpartum, puis tout, que ça, déjà mieux choisir, ça peut vraiment aider à passer le cap, là. Donc, let's go. C'est plus simple que ça en a l'air, faire un choix relativement solide. C'est pas aussi mystique comme nous l'a dit Hollywood, la pop culture, ou nos parents qui étaient quand même un peu mêlés parce que là, on sortait de l'obligation de la génération silencieuse, on avait le choix, mais c'est eux qui ont quand même ouvert les vannes des divorces massifs, en fait, dans les années 80-90. Je pense que ça a commencé à augmenter pour arriver à ce fameux 1 sur 2. Mais s'il y en a 1 sur 2, ça veut dire qu'il y a une part où il y a des gens qui sont heureux en couple ou mariés. Pas tous, évidemment, mais il y en a, ça va bien. Fait qu'on va essayer d'aller voir c'est quoi qui va bien chez eux. Dans ce segment, on va avoir 3 bulles à comprendre, 3 actions à entreprendre, puis 2 concepts à retenir. Fait qu'attache ta tuque, là. Accroche-toi, meuf. La première bulle à comprendre, c'est qu'est-ce qui menace un couple, en général. Les psychothérapeutes, les gens qui accompagnent les couples, les mariages pourront te le dire. En général, il y a 4 nébuleuses qui font tomber les couples. La première, c'est l'univers des finances. Deuxième, c'est la sexualité. Troisième, c'est la famille, celle d'où on vient, oui, mais celle qu'on crée aussi. Puis, la vision de la vie, l'approche de la vie. Pour ceux qui ont une foi, s'il y a des musulmanes qui nous regardent, des chrétiennes, des juives, bouddhistes, la foi, la spiritualité a une importance aussi pour vous à garder. Ben là, c'est pas très compliqué à comprendre. Souvent, des gens se séparent parce qu'il y a des problèmes d'argent. Les gens peuvent se séparer pour la sexualité, tromperie, porno, comme pas de même longueur d'onde sur la sexualité, ou du moins, c'est quoi notre contrat moral dans notre sexualité à nous. La famille d'où on vient, elle peut effectivement briser des couples. Souvent, il y a l'allégorie de la belle-mère. Mais il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des traditions, des jugements de valeur, il peut y avoir des exigences de la part des parents envers les enfants. Et puis, il y a l'éducation qu'on donne à nos enfants, qui peut nous créer de la division. Est-ce qu'au point de se séparer, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut créer de la tension. Puis la vision de la vie. Bottom line, là, il y a des gens qui se mettent ensemble, puis qui découvrent après que l'un veut un enfant, puis l'autre n'en veut pas. Me semble, sans jugement, que ça, c'est quelque chose dont on doit parler très tôt, OK? Donc, ces 4 nébuleuses-là sont une menace. Maintenant que tu sais ça,
Pas besoin de freak out. C'est juste ça. Fait que là, t'es comme, oh, ben, prochaine relation, je vais peut-être parler de finances, je vais parler de sexualité, je vais parler de ma vision de la famille, puis je vais parler de ma vision de la vie ou de ma spiritualité, parce que tout ça, c'est une menace pour le couple que je suis en train de former sur le long terme. Deuxième bulle à comprendre, les 4 chevaliers de l'apocalypse du couple. Là, t'es une coche au-dessus de la menace, ok? Là, t'es rendu dans une super expérience qui a été menée par un psychiatre américain, si je dis pas de bêtises, je me souviens jamais de leur titre, là, c'est compliqué, qui s'appelle John Gottman. Cette personne a expérimenté avec des couples, en fait, la façon qu'ils avaient de se disputer. Et lui, sa théorie, c'est que selon comment un couple se dispute, je grossis le trait, là, je vulgarise beaucoup, je peux vous prédire à 99% si le couple va tenir ou se séparer. Et son point, en fait, c'est de dire qu'il a observé qu'il y a 4 tendances, 4 attitudes, 4 réflexes cognitifs chez les êtres humains en général qui se manifestent au cœur d'une tension, d'un conflit de couple. Il y a la critique, il y a le mépris, il y a la contre-attaque, t'es bien sur la défensive, et il y a la fuite. La fuite, c'est muré dans le silence, où il m'a donné le silence treatment. Si on s'inscrit dans l'un ou l'autre de ces écueils quand on est dans des tensions, ben, il y a un fort risque sur le long terme, l'autre personne va avoir envie de quitter. Parce que c'est dur de soulever quelque chose qui ne va pas dans la relation puis tu te fais critiquer. Ou la personne te répond avec mépris. Ou la personne contre-attaque, genre, toi tu fais ça, fait que c'est pour ça que je fais ça. Ou la personne est comme, ok, sorry, like... Ok, je suis plus capable, je n'ai pas envie d'avoir cette discussion maintenant. Ben oui, mais on l'a quand la discussion, là? Mais ce qui est cool, positif, il y a 4 antidotes, donc peut-être 4 chevaliers de la paix. Je vais les mettre à l'écran, ça va être juste plus facile, vous allez pouvoir voir les 2 à l'écran. Fait que c'est ça, vous avez vu, il y a des antidotes. Donc, tout ce que je partage dans les bulles, c'est pas pour faire peur, c'est pour prendre conscience. Quand on est conscient de certaines choses, on fait des meilleurs choix. On aborde les choses de façon plus logique, plus lucide. On aborde les choses de façon plus lucide. Puis enfin, la troisième bulle à comprendre, c'est que tous les êtres humains n'aiment pas de la même façon et tous les êtres humains ne fonctionnent pas, ne manifestent pas le même amour de la même façon. Je vais les mettre à l'écran comme ça, vous allez voir. OK. Donc, certains vont rendre des services. Je t'ai fait une petite tasse de thé, je t'ai préparé ta couverte. D'autres vont offrir du temps de qualité. On va au parc, on parle 5 heures et on connecte. D'autres vont offrir des démonstrations d'affection physique. Je passe à côté de toi, puis je te fais une petite caresse, je te donne une petite doudouce. D'autres vont te couvrir de cadeaux. Qu'on me couvre d'or. Puis d'autres vont juste parler de façon très valorisante. T'es tellement belle dans cette robe, t'es tellement... Mais... Déjà, on n'est jamais trop l'un ou l'autre. En général, on a 2-3 langages de l'amour, donc on doit pouvoir trouver une façon de connecter avec l'autre personne qui en a sûrement 2 ou 3. Le problème, c'est que c'est souvent les personnes qui n'ont pas le même langage de l'amour qui se mettent ensemble. Ton chum, c'est le temps de qualité, puis toi, c'est les cadeaux. Puis lui, il comprend pas pourquoi on donne des cadeaux. Ben, l'amour, ça s'achète pas. Moi, je veux passer du temps avec toi. Oui, mais moi, j'aime ça, les cadeaux. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de comprendre. Donc, cette bulle-là, les 5 langages de l'amour, tu vas comprendre que tu vas peut-être être avec quelqu'un qui va t'aimer d'une façon différente de ce que tu aurais aimé peut-être recevoir ou de comment toi tu donnes l'amour. Mais c'est pas nécessairement grave. Après, ce qu'il faut faire, c'est trouver un petit terrain d'entente ensemble. OK? Fait que ça, c'était nos 3 bulles. On se rappelle, on a les 4 menaces du couple. On a les 4 chevaliers de l'apocalypse du couple. Et les 4 chevaliers de la paix du couple. Et on a les 5 langages de l'amour. Ça, c'est nos 3 bulles à comprendre. OK? Donc, future maman, super maman, maman solo, voilà
ce qui entoure, une espèce de science de base du couple qui l'entoure, puis qui donne des clés de compréhension de ce qu'il faut regarder, ce à quoi il faut être attentif, ce qu'il faut comprendre. Maintenant, on va passer aux 3 actions à entreprendre. Donc là, vous allez me dire, OK, tu nous as donné des petites choses qu'on doit surveiller, tu nous as expliqué des affaires, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, là, comme quand l'homme, la femme, il est là, elle est là? Ben, quand la personne est là, il y a 3 actions que tu dois entreprendre. La première action, c'est de gérer les émotions, réguler les émotions. La deuxième, c'est de parler, discuter avec la personne pour déterminer un peu qui elle est. Et la dernière, c'est d'observer la personne. Tout ceci, en général, ce sont des étapes. Ces 3 actions à entreprendre, elles sont souvent bâclées. Et ça se retrouve ensuite là-dedans. Ça fait mal. Donc, réguler ses émotions. Ben là, j'ai des papillons dans... Je suis tombée en amour, là, j'ai des papillons dans le ventre. Pourquoi tu me dis que je dois réguler mes émotions? Je suis juste trop amoureuse. Enfin, ouais. Mais l'amour est une émotion. Une émotion, c'est quelque chose de variable. Un jour, ça y est, un jour, ça y est pas. Donc, on va aller sur quelque chose de plus solide. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à Casto et tu vas t'acheter... C'est une image, hein. Va pas à Casto, mais... En gros, là, tu te prends la plus grosse volière à oiseaux que tu aies jamais vue. Puis, ce que tu vas mettre dedans, tu vas déposer temporairement, c'est tes émotions les plus fortes. Pour mes chums québécois, si t'en vas au Canadian Tire, tu vas pas au Canadian Tire, là, mais c'est une image, mais tu te pognes une volière, OK, là, puis tu vas y déposer tes émotions les plus fortes. Pourquoi? Ton cœur, c'est un moteur puissant. On ne l'empêche pas, on ne le bride pas d'exister, mais il peut jouer contre toi. L'amour rend aveugle. C'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est toutes les émotions intenses qui arrivent au moment où on tombe amoureux, puis qui nous mettent des œillères et qui brouillent notre lucidité. On veut pas aller contre ces émotions, elles sont magnifiques. Mais imagine, tu vis ces émotions-là, que tu as retenues un tout petit peu, tu t'es gardé une gêne, tu les as là. Tu vas être super contente, OK? Bon. Le coup de foudre, c'est un pari de stabilité risqué. Ça a marché pour quelques-uns, ça ne marche pas pour tout le monde. C'est pas un blueprint, ok? Donc, on va préférer apprendre à discerner, faire preuve de jugement. Et pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Gérer et réguler les grosses émotions. Donc, on s'emballe pas, on watatataol, ok? Stop. Et surtout, on protège son fort intérieur. C'est ça le but. Parce que si ça marche pas, puis que tu as sorti toutes les émotions, puis que t'es pas allé chercher la volière au Castorama ou au Canadian Tire, qu'est-ce qui se passe? Tu souffres. T'as mal. Si tu régules tes émotions, ça va être dur de se séparer de la personne, mais tu auras gardé un composure qui va t'aider dans la rupture à passer à autre chose plus vite et plus sainement. Hyper important. Donc on gère, on régule. Deuxième chose à entreprendre, discuter, parler. Si tu me crois pas, check bien ça. What is the best advice you've ever had or received? Ask the difficult questions. The difficult questions make the relationship stronger. It could break it could make it, but you still have an understanding. C'est aussi Cardi B l'a dit, il doit y avoir une part de vérité. Le but de la discussion, c'est quoi? C'est de déterminer comment la personne se définit. Qu'est-ce que, de prime abord, en discutant avec, on a en commun, on n'a pas en commun. Là, c'est un gros travail de déchiffrage et c'est ça que tu dois faire pendant tes dates. Le cinéma, c'est bien. Netflix, ok, mais quand vous regardez un film, vous partagez du temps, mais vous parlez pas, vous abordez pas les vrais problèmes, vous posez pas les vraies questions. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas, tu vas devoir juste aller t'enfermer dans un parloir pour déterminer si tu peux être avec cette personne. C'est pas froid comme ça, mais c'est juste que il y a des jeux à la Fnac, à Renaud-Bray, que tu peux prendre 2 ou 3 minutes mon amour. Je crois que ma soeur m'avait offert ça, un jeu, là, 2 minutes mon amour, puis on posait des questions avec mon conjoint. On s'était fait une grille de questions, parce qu'on était tous les deux sérieux. On était là, déjà, se le dire au départ, tu sais, est-ce qu'on est sérieux? Est-ce que tu veux des enfants dans la vie? Oui, ok, là, on va s'asseoir, puis on va se poser des questions. Comme ça, on va se libérer du temps. Si t'es pas la bonne, si t'es pas le bon, on va se libérer du temps après, puis on sera très content de ça. Mais Anne, c'est quoi les questions concrètement? Est-ce que je suis prêt à accepter sa culture et sa famille? Ouais, mais non. C'est important
OK, c'est important. Est-ce que je suis prête à accepter son état de santé? Il y a plein de gens qui font pas de tests, qui après se disent « Ah oui, mais je peux pas croire, il y avait une maladie sexuellement transmissible ou il m'a pas dit qu'il avait cette condition-là. » Dévoilez quand même un petit peu votre état de santé, là. C'est une question d'honnêteté médicale vis-à-vis de la personne avec qui vous allez partager un lit, une intimité. Comment tu veux éduquer tes enfants? Comment tu perçois ton rôle de parent? Comment tu définis ta mère? C'est qui ta mère? C'est qui ton père? Quoi la nature de la relation que tu as avec tes parents? Est-ce que tu les vois tous les jours, à toutes les fêtes d'année? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous parlez tous les mois? C'est comme jauger des choses. Quoi ton langage de l'amour? Okay. Comment tu résous les conflits? Tu sais, si ça va pas bien entre nous, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Comment tu aimerais qu'on fasse ça? Qu'est-ce qu'il y a dans l'éducation de tes parents que tu aimerais garder pour tes propres enfants? Et qu'est-ce que tu aimerais laisser? Comment tu me perçois au milieu de ta famille, si on se met ensemble puis qu'on vit, je viens à quel niveau de priorité par rapport à ta carrière ou tes amis? Ces questions-là sont faites pour documenter un profil à partir de ce que la personne déclare. C'est une autodéclaration. Et c'est très bon parce que au moins tu as posé les questions puis c'est ce que la personne a voulu te dire. Là, je pense que j'ai même pas donné les meilleures questions, là, comme j'avais une grille dans le temps là, avec des super questions, mais si tu tapes là sur Google, poser les bonnes questions ou les bonnes questions avant de s'engager, tu vas avoir plein d'articles différents, mais tu peux faire un composite de tout ça, puis choisir, tu sais, les questions qui, toi, c'est comme ça, c'est important pour moi. Essaye de ne pas avoir d'angle mort, essaye d'en prendre un maximum, puis vous pouvez vous faire des sessions, si vous datez, par exemple, à 3 fois par semaine, vous voulez 3 fois par semaine, ben ça, si vous le faites une fois par semaine, puis le reste, ben tu vas au parc ou tu vas au cinéma, mettons. Mais comme tu prends ce temps-là, ce temps de qualité pour parler, discuter, OK? La troisième étape, c'est d'observer. Et observer, c'est important. Pourquoi? Parce que ça vient vérifier ce dont on a discuté. Quelqu'un peut te dire, moi, ma mère, elle fait sa vie et tout. Puis en fait, tu t'aperçois que sa mère, elle l'appelle à tous les jours, là. L'idée, c'est de confronter l'autodéclaration de la personne, ce qu'elle te partage qu'elle est, avec ce que toi, tu vois. Donc, dans tes dates, quand c'est des dates plus légères, observe c'est quoi son taux de volonté. Est-ce qu'il a l'air d'avoir des blessures internes? Évidemment, on en a tous, mais c'est quoi le degré? C'est quoi ses réactions naturelles, ses réflexes cognitifs? Il y a un thérapeute de couple qui est aussi prête, qui parlait de la cogitative. Pierre-Marie Castegno expliquait que chaque individu grandit et forme son cerveau, puis ses réflexes et sa dynamique dans un foyer. Et donc, quand on arrive tous les deux, on a chacun une façon de réfléchir. Et on ne résout pas le problème toujours de la même manière, évidemment. Et là, ça crée des conflits. Il faut essayer de se pogner un décodeur pour pouvoir comprendre comment la personne agit, pourquoi elle agit comme elle agit, et pas nécessairement prendre ça personnel, ok? La cogitative, c'est quoi sa cogitative? Est-ce qu'il gère? Comment il régule ses émotions fortes, tu sais? Analyse aussi l'environnement familial. Cette personne-là, des fois, on n'est plus en lien avec sa famille, mais il y a forcément des amis à qui il voudrait te présenter, il y a forcément des personnes de confiance à qui il veut te présenter, donc essaye d'observer, pose des questions, renseigne-toi, tu embarques ta vie là-dedans, faut que tu sois certaine quand même, puis que tu aies une forme d'assurance. Donc, cette troisième étape, l'observation est très importante, parce que c'est une étape qui va te permettre de révéler le caractère enfoui, ce que la personne ne veut pas forcément dire, le chapitre de sa vie qu'elle n'a pas forcément envie de lire à haute voix, right? Et puis là, tu peux assurer un choix qui est viable parce que tu t'es pas emballé dans tes émotions, tu as posé les bonnes questions à la personne, tu as eu les conversations difficiles très tôt. Il fuira pas si tu as les conversations difficiles très tôt. Quelqu'un qui veut pas s'engager, quelqu'un qui veut pas être père, quelqu'un qui veut te jouer dans le dos, là, quelqu'un qui veut te la faire à l'envers, il va pas vouloir parler. Quelqu'un qui veut mener une vie, il y en a plus qu'on pense. Il va avoir ces discussions-là. Il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent avec ce blueprint-là de dire si elle est sérieuse, moi être sérieux. C'est plate. C'est quand même ça. Si toutes ensemble, les femmes ont posé beaucoup de questions comme ça, c'est un appel à la responsabilité. Okay? C'est une responsabilisation de l'autre camp. Puis les hommes devraient faire la même chose, responsabiliser l'autre camp. Parce que ça permet de se poser les questions. Ah ouais, est-ce que je veux vraiment ça avec toi? C'est les poser pour vrai. Une fois qu'on a ça, là, on peut partir dans la construction de son couple. Si l'autre veut,
toi tu veux, on ouvre les vannes, on ouvre la volière, là on la ramène. Non, on la ramène pas au Canadian Tire ni au Castorama, mais on la revend sur Marketplace ou sur Le Bon Coin. Puis, on ouvre la possibilité d'être ensemble, OK? Puis là, il y a un autre prêtre qui est thérapeute. Ils sont rendus tous thérapeutes de couple, les prêtres catholiques, bon. Qui a conceptualisé le chalet de l'amour. Donc là, on entre dans mes 2 bulles, les 2 concepts à retenir. Et le concept du chalet de l'amour, c'est très simple, je vais vous le montrer à l'écran, ça ira plus vite. Donc ce que vous comprenez en fait, c'est que bâtir une relation, c'est comme une maison. Ça prend des fondations, des piliers, du ciment. Ça prend du travail des contracteurs. C'est toi et la personne le contracteur, ok? Ça prend d'apprendre, de la volonté. Et en fait, il y a du monde. C'est pas un jugement ce que je vais dire, c'est une réalité. Et en 2025, on est appelé, on est encouragé, c'est valorisé de faire ça alors que ça nous met dans la marde. Il y a du monde qui choisit un ou une partenaire qui part pour faire une vie, pour avoir des enfants, pour se mettre ensemble avec une tante quechua qui a pogné au Décathlon. Ça marche pas. Ça marchera pas. Il y a peut-être des couples pour qui ça a marché, c'est pas la norme que ça marche. Parce qu'une tente de camping, c'est fait pour camper, c'est pas fait pour y habiter à tous les jours. Et encore moins pour toute une vie. On veut que notre couple marche, on y insère des fondations solides. Et les fondations, c'est ce dont je t'ai parlé juste avant. C'est hyper simple, c'est hyper facile. Et le fait d'avoir fait ça fait que si jamais vous faites fausse route, vous allez vous en apercevoir très vite, puisque vous avez une sorte de contrat moral qui dit on est sérieux en fait. On est sérieux, donc s'il y a un problème along the way, on va avoir les capacités déjà de le résoudre. Et ça crée un précédent pour votre relation de parents. À l'inverse, quand on ne fait pas ces fondations-là, ça crée aussi un précédent pour, boum, la séparation. Le couple amoureux vit dans son chalet de l'amour qu'il a construit, puis il est bien heureux. Mais un couple parental, lui, a besoin de déménager temporairement dans un château fort de la parentalité. Parce que tu sais, les gens qui disent tu vas pas nous les donner pour les éduquer, tes enfants, ou les gens qui disent alors ça va, c'était bien le congé, ça va les vacances, pas trop difficile, allez, t'as toute une pile de dossiers qui t'attend, bon courage. Ces gens-là, tu veux t'en protéger, tu vois, quand t'es parent, t'as besoin de protéger ton énergie de ces gens négatifs, ok? Le couple parental doit déménager temporairement dans un château fort. Pour ceux qui sont pas familiers avec les temps médiévaux en Europe, un château fort, c'était une magnifique demeure. Ben, magnifique. C'était pas très beau, là. Mais en tout cas, c'était fonctionnel. Un grand domaine qui était fortifié par des murailles, par des douves, par des meurtrières, par des chemins de ronde, par des donjons, ok, pour voir les envahisseurs avoir un stock de nourriture pour tenir un siège, être capable d'envoyer des flèches pour se protéger quand on était attaqué. Donc, tu vois l'idée. Tu sais, le chalet de l'amour, là, tant qu'il n'y a pas d'enfant, ça va bien. Mais le château de la parentalité, c'est encore plus important après. Fait comment que tu vas faire pour aller dans ton château, là, fort, temporairement, ta fortification, là, comme à Québec, si tu n'as même pas créé un chalet avant? C'est pas bon. Ça te prend d'avoir cette capacité de co-construire, là, ensemble. Là, je vous ai donné toutes les clés à peu près que je connais, même s'il y en a, je pourrais rentrer plus dans le détail, mais on en aurait pour 4 heures. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en DM, mais surtout, c'est ça, là. Le blueprint, il est quand même plus facile. 3 bulles à comprendre, 3 actions à entreprendre, 2 concepts à retenir. Des questions? Non? OK, c'est bon. Et c'est déjà le temps de notre conclusion, donc j'espère que ce premier épisode vous a plu. C'est un épisode peut-être plus intense, peut-être plus touchy, tout ça. Il y en aura d'autres qui le seront beaucoup moins, beaucoup plus légers et beaucoup plus maternité. Mais en gros, on se rappelle que le couple amoureux, ça s'apparente à un sprint. Donc, c'est de la passion, des émotions, de la projection en général en 2025, alors que le couple parental a besoin que le couple soit un marathon. Donc, de la gestion, de la régulation, de l'endurance. Et le couple amoureux et parental n'est pas nécessairement
le même. Par contre, ça n'a pas besoin d'être aussi différent que certains le vivent aujourd'hui. C'est deux réalités différentes, mais on peut les concilier si on fait un choix solide ou si on s'en va vers un choix solide à la base. Comme vous l'aurez compris par le segment 5, c'est pas du hasard. En fait, le couple, c'est pas tant Hollywood que ça, c'est beaucoup de discernement, de la volonté et du travail. Ça peut paraître pas très sexy comme ça, mais je vous jure que si vous faites ce travail pas sexy au départ, ça va être bien plus sexy après. Puis pourquoi j'ai fait ça? Parce que plus on comprend le processus du choix, plus on est libre de choisir la relation qui va être une opportunité d'amour, de paix, de croissance et d'élévation pour nous, peu importe qu'on soit seul, solo, déjà en couple, etc. D'ailleurs, celles qui sont déjà en couple et en postpartum, n'oubliez pas, l'amour est un choix. Donc on se rechoisit à tous les matins. Les émotions s'en vont, mais le choix reste. Rapide capsule sur la violence domestique. Donc la violence, c'est inacceptable, mais la violence, en fait, ce que les gens commencent tout doucement à comprendre, que moi j'ai compris il y a plus de 10 ans maintenant, c'est que c'est un engrenage. Et contrairement à ce qu'on pense, ce sont très souvent des femmes, des hommes très intelligents qui sont susceptibles d'être en prise avec de la violence domestique, conjugale, violence tout court. Parce qu'on la retrouve à tous les étages, mais c'est pas comme on le pense là, des personnes qui auraient un peu moins d'éducation. Non, 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 c'est tout le monde. Je vais partager des lignes d'écoute, d'appel pour beaucoup de pays de la francophonie, puisque j'aimerais que Maman a le choix s'adresse à toutes les mamans francophones, donc qu'on soit au Gabon, à Québec, en Suisse, vous aurez les lignes. Il faudra faire peut-être un peu plus de recherche, mais j'essaye de donner une base. La deuxième chose que je fais et qui précède même celle-là, c'est de vous partager ce livre. Ce livre est, je trouve, la Bible, le Graal de la violence conjugale pour la comprendre. Ne jamais avoir à y faire face ou ne plus jamais avoir à y faire face. Quand on comprend ce livre, on comprend beaucoup de choses et vous allez comprendre, plus même que le conjoint violent, peut-être des pères, des beaux-pères, des boss, des amis, des cousins, des frères qui ont été violents avec vous et comment non seulement la discerner, mais comment réagir parce que selon les profils psychologiques qui génèrent un certain écueil de violence, il y a des réactions à adopter, il y a des plans, entre guillemets, des attitudes à avoir parce que tous les profils psychologiques ne sont pas les mêmes. Bref, donc procurez-vous ce livre, que vous soyez en couple, pas en couple, que vous soyez heureuse, pas heureuse, que vous viviez de la violence, que vous ayez aucune forme d'idée de ce que c'est que de la violence. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui en ont vécu, qui savent très bien de quoi on parle, et il y en a qui n'ont jamais vu ou entendu ça, et ça paraît, c'est des gens qui ont le cœur plus léger. Mais si vous avez ce cœur léger-là, lisez aussi ce livre parce que vous allez peut-être pouvoir aider une amie, vous allez peut-être pouvoir aider une femme que vous croisez dans la rue. C'est important qu'on sache ce que c'est que la violence pour pouvoir l'enrayer durablement. Ce sont des gens en général, les gens blessés, qui ont des problèmes qui viennent de l'enfance, de toutes sortes de choses, etc. C'est toute une sorte d'engrenage. Il y a des gens après qui sont juste mauvais, mais les psys vous diront qu'il y a toujours une cause et cette cause-là, il faut qu'on leur donnons la capacité aux personnes violentes de se réparer elles-mêmes, sortons de leur vie. Ok? Bye là, à la prochaine!